Salut les gens. Alors, j'ai vu cette vidéo. Vous n'existez pas réellement. D'y penser. Bon, déjà, on se doute qu'il y a des problèmes. Alors, bon, je l'ai téléchargé pour éviter qu'il y ait des pubs au milieu, hein, justement. On est d'accord. Et le problème, c'est que j'ai vu qu'il y avait marqué les commentaires sont désactivés. Donc, je me suis dit, bon, ok. Alors, il y a peut-être des gens qui ont répondu en vidéo à cette vidéo-là. Le seul truc que j'ai trouvé, voilà, c'était cette vidéo-là et éventuellement celle-là aussi, mais j'ai pas l'impression que ça a grand-chose à voir. Enfin bon, Dark, on est en train de le regarder avec ma daronne, mais voilà. Et un truc de bouddhisme, voilà. Donc ça présage rien de bon. Ça ne présage rien de bon. Dark, c'est une série sympa, mais bouddhisme, je sais pas. Ça fait quand même très hippie, New Age, je sais pas. Et donc, je vais essayer de commenter donc la vidéo euh, pour justement essayer de donner une critique constructive en fait de ce truc-là, parce que évidemment, euh, alors, on va dire que là, je pense qu'on peut impliquer un certain argument mouréen, même si bon, j'aime pas trop cet argument-là, je préfère plutôt, enfin, dire un petit peu que ça, enfin, en fait, c'est pas un truc qu'on doit utiliser à tout bout de champ, c'est juste un constat empirique, selon moi, qui est que souvent, quand il y a quelque chose, en fait, quand il y a un énoncé qui fait partie, en fait, tout simplement du bon sens, hein, du sens commun, enfin, une proposition qui est tellement commune, genre par exemple, j'ai des mains, tu vois, enfin voilà, c'est aussi plausible que ça, tu vois. Tout argument qui essaierait de réfuter cette proposition doit forcément avoir une erreur quelque part. Bon, je pense que c'est un peu faiblard en tant qu'argument en lui-même. Donc je préfère pas parler d'argument mouréen, je préfère parler de constat mouréen. Parce que la plupart du temps, quand justement il y a des trucs qui sortent du sens commun, etc., comme ça, c'est généralement qu'il y a un problème. Bon, pas tout le temps, pas tout le temps. Il y a quand même des trucs, voilà, où je me dis, bon, en vrai, voilà, il y a certains trucs, genre l'anarchisme, les trucs comme ça, etc. Ok, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de mérite. Voilà. Et puis de toute façon, comme un peu beaucoup de gens, j'ai quelques enfin quelques opinions un peu contentieuses, etc. Voilà. Je suis quand même extrêmement à gauche, hein, c'est ce qui n'est pas vraiment le cas de la plupart des gens en France. Hein, donc du coup, on va dire que je suis assez contentieux sur beaucoup de points. Voilà. Mais là, en l'occurrence, en philosophie aussi, je suis extrêmement contentieux parce que justement, je suis principalement déjà pragmatiste. Voilà. Je suis. Comment on pourrait dire? J'ai une haine viscérale envers la métaphysique et aussi envers le sens de la vie parce que je trouve que c'est extrêmement pessimiste, ce genre de trucs, tu vois. Donc, du coup, il y a pas mal de trucs, globalement, qui font que je suis pas trop de l'avis de la plupart des philosophes. Il y a aussi le côté, justement, où je suis philosophe plutôt analytique. Voilà, j'écris pas pour ne rien dire ou quoi que ce soit. Moi, je considère que les argumentations doivent être formalisées, que les notions doivent être définies, etc. et formalisées, etc. et pour pouvoir en déduire des trucs sympas, quoi. Enfin, voilà. Euh, Moi, j'aime bien, justement, étudier les différentes modélisations de certains problèmes, de certains concepts et tout, parce que ça peut nous permettre, en fait, de déduire des trucs qu'on n'avait pas forcément pensé auparavant, tu vois. Et ça, c'est cool. Et c'est un peu ça aussi, la philo, quoi. Enfin, la philo, ou les maths, ou les machins, enfin, ça dépend comment tu le fais. Ça dépend la complexité des questions. Je veux dire, si c'est des questions beaucoup trop complexes, il vaut mieux utiliser de la philo. Si c'est des questions, on va dire, assez simples à résoudre, tu utilises des maths, par exemple, tu vois. Enfin bon, je dis ça, voilà. Faut pas confondre questions complexes et réponses complexes, hein, qu'on se met bien d'accord. Généralement, c'est inversement proportionnel, ces deux trucs. Donc voilà. Enfin, c'est pas que c'est inversement proportionnel, c'est juste que c'est. Voilà, il y a un truc bizarre, quoi. Bref.
Allez, passons à la vidéo, parce que sinon, voilà. Mais je vous explique au moins déjà de quelle forme de philo je me positionne, on va dire, en amont, comme ça vous savez à peu près sur quoi vous allez pouvoir éventuellement me critiquer ou en tout cas être en désaccord avec moi. J'aime bien justement quand on est au courant et qu'on a des critiques constructives, des machins, etc. Tu vois, c'est bien. Bref. Salut à tous. Cet épisode est sponsorisé par personne. Alors du coup, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vous rappelle que si vous êtes dans un lieu fermé, il faut pas de buée. Pendant le Covid, donc du coup, évidemment. Ceci étant dit, vous faites partie de cette mouvance croissante qui pense qu'on s'étouffe quand un peu le vertige, mais pas... Désolé, je me souvenais plus exactement où se trouvait là. Petite anecdote marrante au sujet de l'origine de cet épisode, des fois que ça intéresse certains d'entre vous de savoir comment naissent ces épisodes. Le fait est que j'étais en train de réfléchir à la suspension consentie de l'incrédulité lorsque ça m'est venu. Alors, la suspension consentie de l'incrédulité, c'est un truc assez basique que je peux résumer ainsi. Chaque film a ses propres règles du jeu, ses propres lois de la nature, qui peuvent ne pas être parfaitement réalistes, mais qu'on accepte. On peut aller voir un film et se dire « Ok, Captain America peut lancer son bouclier, et son bouclier sait qu'il doit revenir tout seul. Oui, les sabres laser, ça peut exister. Et oui, l'école de magiciens, ça existe parce que la magie existe. » Bon, jusque-là, il dit pas de conneries, tout va bien. Voilà. Mais par contre, un film doit se tenir à ses propres règles du jeu. Si vous allez voir, il faut sauver le soldat Ryan et que d'un coup, il y a un soldat qui sort un sabre laser, eh ben, ça pose problème. Oui, on est d'accord. Donc, j'étais en train de m'interroger sur la suspension consentie de l'incrédulité lorsque j'ai réalisé qu'absolument tous les films, aussi réalistes soient-ils, nous forcent à prendre cette posture. C'est ce qui fait que si vous regardez, par exemple, je sais pas moi, un film comme Ocean's 11, vous n'avez pas constamment les personnages qui vont voir Rusty en lui disant « Hey mec, mais tu sais que tu ressembles vachement à Brad Pitt. » C'est ouf. Oui. Personne t'a jamais dit que tu ressemblais de ouf à Brad Pitt? Et ça m'a fait penser à Ocean's 12. Alors, je ne vais pas vous spoiler le film, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que malgré ce que les gens en pensent, il est très très bien. Et dans ce film, il y a Je l'ai pas vu, mais je pense que j'essaierai de le regarder. un élément qui répond précisément à cette question-là. Et alors, tout ça pour en venir où? Pour en venir justement à interroger la nature de la réalité réelle, de la réalité véritable. Et pour en arriver là, il va falloir qu'on procède par étapes, donc, ce qui fait qu'on va commencer par une question un peu con. Normalement, la question un peu con qu'il devrait se poser au départ, c'est ça veut dire quoi exister? Parce que bon, si tu fais une thèse, entre guillemets, enfin si tu défends que l'on n'existe pas réellement, ce serait bien de savoir ce que ça veut dire que d'exister réellement dans ce cas-là. Alors, qu'on se mette bien d'accord, pour moi, existence, c'est juste un truc, voilà, c'est un état, voilà, c'est un truc, c'est un constat. Quelque chose existe, ça veut dire en gros que si on cherche, on trouve. Voilà. c'est aussi simple que ça. Donc par exemple, notamment en fait, un des critères suffisants pour dire que quelque chose existe, c'est si on interagit avec, parce que si on interagit avec, ça nous crée une certaine expérience, et cette expérience-là, bah du coup, voilà, elle existe. Si on cherche cette expérience, on la trouve. Voilà. Enfin, donc c'est un des critères suffisants, c'est un critère très con, très, très simple, mais le premier critère suffisant pour déterminer si quelque chose existe, c'est que justement on puisse interagir avec, enfin qu'il soit accessible, on va dire, à notre cerveau déjà, c'est déjà pas mal. Ça veut pas dire que c'est nécessaire, qu'on se met bien d'accord, parce que voilà, il est possible qu'il y ait des trucs qui soient inaccessibles à notre cerveau qui existent, enfin peut-être. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt, j'aborde la métaphysique. Ce que j'entends par là, c'est que le seul truc, enfin le truc le plus long, on va dire que je puisse dire, le plus précis que je puisse dire sur toute chose métaphysique, c'est qu'elles sont possibles mais non nécessaires. Ce sont les deux seuls critères qu'on peut donner à absolument tous les trucs métaphysiques, parce que le reste, c'est des élucubrations. Et il n'y a aucune manière de déterminer si tel ou tel truc fonctionne ou pas, ou si tel ou tel machin, etc. fonctionne. Parce que c'est justement, enfin,
des objets métaphysiques qui sont donc, par définition, inaccessibles à notre cerveau. Donc le seul truc qu'on puisse dire, c'est qu'ils peuvent exister, mais ils n'ont pas besoin d'exister. Ils peuvent ne pas exister aussi, tu vois. Mais ils sont pas nécessaires non plus. Enfin, bref. Ils sont pas nécessairement non plus inexistants. C'est juste que, voilà. Bref. Donc du coup, voilà. C'est un critère suffisant, mais pas nécessaire. Genre, si tu montres que quelque chose, que tu peux interagir avec quelque chose, bah, c'est suffisant pour dire qu'elle existe. Peut-être dans ta tête, peut-être dans ton machin, etc. Peut-être pas exactement comme tu veux que ça existe. Peut-être que tu veux que ça existe dans le monde extérieur ou je sais pas quoi. Mais on s'en fout. Ça existe quand même. T'as dit existe. Alors, on peut se demander du coup, ok, donc du coup, ça n'existe pas réellement, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu entends par exister réellement dans ce cas-là? Genre, que ce soit inaccessible à ton cerveau, mais dans ce cas-là, le réel, là, dans ton truc, c'est un peu métaphysique. Et c'est un peu bizarre de considérer le réel comme étant un truc inaccessible ou quoi que ce soit, tu sais, c'est... Et du coup, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que si tu commences à dire, ok, mais ça, c'est pas exister réellement, tu vois, et que c'est juste une existence dans ma tête ou des trucs comme ça, et donc, grosso merdo, en fait, t'es en train de dire que exister réellement, c'est exister en dehors de tes sens, en dehors de ce qui est accessible pour toi, bah en fait, faut pas s'étonner ensuite que tu conclues que l'existence réelle n'existe pas. Enfin, que tu n'existes pas réellement. Parce que, en fait, si tu conclues, enfin, voilà, à partir de propositions un peu presque absurdes, j'ai envie de dire, on peut déduire un peu n'importe quoi déjà d'une part, et en plus de ça, bah, justement, vu que tu dis que voilà, ça n'existe pas forcément et tout, bah t'es en train de mettre l'existence réelle au rang de métaphysique, au rang de truc inaccessible. Et donc évidemment, si quelque chose t'est inaccessible, c'est que tu l'es pas, enfin, c'est pas forcément ça, mais c'est compliqué, genre, si c'est inaccessible pour toi, ça veut dire que il peut pas faire partie des trucs qui sont accessibles pour toi ou quoi que ce soit. Donc, en fait, d'une certaine manière, tout ce qui t'est accessible, donc ton identité, ton machin, etc., ils peuvent pas exister réellement, je précise. Mais ça, c'est une définition très très bizarre d'exister réellement. Exister réellement, pour moi, ça veut juste dire exister. Point. Tu veux dire dans le monde extérieur? Bah oui, c'est sûr que non, tu n'existes pas dans le monde extérieur entre guillemets parce que bah, enfin, extérieur à toi, tu vois, parce que évidemment, si t'enlèves toi dans l'équation, si t'enlèves toi du monde extérieur, c'est sûr que tu pourras déduire ensuite que tu n'existes pas réellement. Si tu définis exister réellement justement comme exister dans le monde extérieur à toi. Bah oui, voilà, c'est comme dire ouais, c'est tout ensemble où tu ne fais pas partie, donc du coup tu fais pas partie du monde réel. Bah ok, mais dans ce cas-là, ça veut juste dire que enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre, c'est quand même con comme façon de penser le réel, tu vois. Genre, ok, c'est vrai, techniquement correct, tu vois, c'est ce qui est la meilleure forme de correct, hein, on n'est pas là pour chipoter. Et c'est vrai que enfin, outre mesure, on a un petit peu envie de se dire que voilà, le monde réel, c'est le monde autour de nous, mais sans nous inclure entre guillemets. Donc on peut agir sur le monde réel, etc. Mais techniquement, il nous inclut pas entre guillemets ou des trucs comme ça. On a envie de se dire que c'est un peu ça, c'est le monde extérieur entre guillemets. Mais c'est pas, enfin, je sais pas, tu fais quand même partie du monde réel, quoi. C'est ça le truc, ça marche pas. Généralement, voilà, quand tu te dis est-ce que tu es réel, bah t'as envie de dire ouais. C'est juste que généralement, quand on va dire le monde réel, c'est juste une façon de dire le monde extérieur. Même si toi, tu sais que t'es réel, enfin voilà, euh, tu dis le monde réel en fait pour parler du monde extérieur. Donc voilà, le monde autour de toi qui n'inclut pas toi techniquement, enfin voilà, en tout cas pas directement. Voilà, enfin, a priori en tout cas, je sais pas. Et ça, c'est du coup ça montre bien en fait le problème justement avec parler d'exister réellement, parce que justement on joue sur cette ambiguïté là, sur cette ambiguïté sémantique,
cette ambiguïté même culturelle, j'ai envie de dire, à ce stade, puisque, voilà, on a tendance à un peu confondre, entre guillemets, monde réel et monde extérieur, et évidemment, le monde extérieur, vu qu'il exclut, entre guillemets, le monde intérieur, hein, etc., bah voilà, après c'est très facile de dire que le monde intérieur n'existe pas, parce que si tu conflates existence réelle, entre guillemets, et... comment dire, et monde réel, enfin monde extérieur, etc., enfin existence extérieure à toi, bah, c'est sûr que tu n'existes pas extérieurement à toi, c'est logique. Je sais que ça a l'air con, on dirait que je chipote, mais je chipote pas. Le problème c'est que justement tout son argumentaire va se baser sur ça. Et c'est dommage qu'il essaye pas de définir grosso modo ce qu'il entend par exister, en tout cas par exister réellement. Voilà. Ok, on n'existe pas extérieurement, si tu préfères. Ok, mais c'est normal, c'est parce que exister extérieurement, justement, on s'exclut soi-même, on exclut l'intérieur, on exclut la personne, le point de vue. Enfin voilà, c'est non. Donc voilà, c'est juste un truc par définition. Le pire, c'est qu'en plus, quelques années après, il me semble, hein, il avait fait une vidéo où justement il parlait du problème du barbier. Voilà. Du paradoxe du barbier, là. Enfin, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un paradoxe où un barbier arrive en ville et doit couper la barbe de toutes les personnes qui se coupent pas la barbe eux-mêmes. Il me semble que c'est un truc comme ça. Mais du coup, voilà, du coup, il coupe pas la barbe des gens qui se coupent la barbe eux-mêmes, évidemment, puisqu'ils se coupent déjà la barbe eux-mêmes. Mais du coup, est-ce que le barbier il se coupe sa propre barbe ou pas? Et en fait, voilà ce qu'a dit Bruce à ce moment-là, c'est qu'en gros, justement, on a créé un ensemble où le barbier ne peut pas se trouver, en fait, d'une certaine manière. Enfin, l'ensemble des gens qui ne se coupent pas la barbe eux-mêmes ou des trucs comme ça, etc. Bref, il y a un principe d'exclusion qui fait que le barbier peut évidemment pas se trouver dans ce genre de truc, etc. Ce qui crée l'illusion d'un paradoxe, alors qu'en fait, voilà. Enfin, lui, il dit que c'est une illusion d'un paradoxe. Moi, je dis que c'est un paradoxe, point. C'est vrai, mais justement, parce qu'il y a ce principe d'exclusion, il y a ce principe de machin, etc., qui crée ce paradoxe, même s'il est explicable, ça veut pas dire que c'est pas un paradoxe. Hein. C'est un paradoxe apparent, ok, mais c'est un paradoxe. Parce qu'un paradoxe, c'est un truc de langue, enfin c'est une expression langagière, hein, c'est pas, on parle pas du truc mathématique ou je sais pas quoi, enfin ça reste un paradoxe au sens langagier, quoi, au sens normal, au sens commun. Bref, j'ai très très mal expliqué, je suis désolé, mais voilà, c'était un peu l'idée. Mais du coup, voilà, il fait la même erreur, mais pour un autre truc. C'est quand même un peu dommage. Enfin, en tout cas, il considère que voilà, là il y a une erreur parce que justement il y a cette exclusion-là, mais il fait cette exclusion-là sans même s'en rendre compte. Donc du coup, un peu dommage quoi. Mais vous inquiétez pas, vous avez peut-être l'impression que là je viens d'expliquer absolument tout son problème. Même pas. Même pas parce qu'en fait, il y a d'autres trucs qui sont intéressants dans cette vidéo là, plutôt que juste l'idée d'existence réelle ou quoi que ce soit. Le truc le plus intéressant va être, on va dire, sur la notion de déplacement. Vous allez comprendre pourquoi. Vous qui regardez cette vidéo sur votre télé, votre tablette, votre téléphone, vous savez que ce que vous voyez est une projection de la réalité que je suis moi-même actuellement en train d'enregistrer. Si je bouge ma main, vous voyez le mouvement de ma main. Mais vous savez que ma main ne bouge pas vraiment sur votre écran. Hein, vous savez que la vidéo, c'est une succession de photos qui défilent très rapidement, au rythme de 25 images par seconde dans mon cas. Mais là, encore une fois, il y a un problème avec le réellement, parce que techniquement, si, ta main, elle bouge. Point barre, on la voit bouger. Évidemment que si, elle bouge réellement. Ah merde. Désolé. Alors. Ça peut être 30 images. Donc ouais, on parlait du truc. Voilà, là, encore une fois, il y a ce problème avec le réel, parce que justement, si, on voit sa main bouger, c'est ça le problème.
Euh, il peut nous dire ça autant qu'il veut. Non, c'est pas obvious. Voilà, on voit ta main bouger. Voilà. Ça ne bouge pas vraiment sur votre écran. Si. Hein, je veux dire, vous savez que la vidéo, c'est une succession de photos qui défilent très rapidement. Ça change rien. Je suis désolé, mais ça change rien. On s'en fout de comment c'est constitué concrètement. Parce que quand on pense au mouvement, etc., on pense pas à l'élément, au truc constitutif du mouvement. C'est un truc assez bizarre, quand même, de confondre, on va dire, c'est un peu genre le fond et la forme, en fait, d'une certaine manière. Sauf que là, c'est pas la même chose, c'est un peu compliqué. Genre, le mouvement, c'est un constat, c'est un truc que l'on voit. On s'en fout de comment il est constitué. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, sa vidéo va nous montrer une façon de penser, justement, le déplacement d'une façon peut-être un peu contre-intuitive, mais surtout assez correcte. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'il va le présenter. Bon, enfin. Et le truc, c'est que, voilà, Enfin, je sais pas. Juste parce que c'est pas son intuition du déplacement, etc., ou quoi que ce soit, pour lui, c'est pas un véritable déplacement. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre comme façon de penser. Ça fait un peu syndrome du vrai écossais, hein, pour ceux qui connaissent, mais je sais pas, c'est bizarre. Au rythme de 25 images par seconde dans mon cas, mais ça peut être 30 images par seconde, ça peut être 60 images par seconde, etc. C'est votre cerveau qui recrée le mouvement de ma main en utilisant deux mécanismes. La persistance rétinienne et la chronostase. La persistance rétinienne, c'est le fait que lorsque la lumière vient frapper les cônes et les bâtonnets qui sont sur votre rétine... Bon, là, je vais peut-être vous épargner les technicalités, c'est pas mal. Alors oui, c'est intéressant, mais voilà. D'un coup, oui, elles sont la chronostase. La chronostase, vous êtes la notamment, c'est-à-dire que vous voyez pas du tout la même chose que si vous preniez une caméra et que vous faisiez un gros panorama et votre montre partout. Que ça signifie que main, en vrai, elle bouge réelle. L'épisode équipement que vous regardez votre main bouger, pas à travers un écran, hein, je parle de votre main en vrai, vous la regardez bouger. Bon, alors, ok, ce que vous voyez, c'est une projection de la réalité, mais votre main, en vrai, elle bouge réellement. Oui, pour pouvoir... Bah ouais. Enfin, déjà, même en étant une projection, on voit ta main bouger, en fait. Quoi que tu dises, en fait, voilà, déjà, en fait, moi, je pensais que vraiment les problèmes commenceraient au niveau 2. En fait, je me rends compte qu'ils commencent déjà au niveau 1, en fait. Genre, en termes de formalisation, en termes de machin, etc. C'est juste que la conclusion n'est pas complètement fausse. Il y a raison pour les mauvaises raisons. Voilà. Pour s'en assurer, il va falloir continuer à creuser un peu, mais là on va pouvoir déjà noter ce qu'on sait, ça nous servira pour la suite. Notre cerveau produit une impression de réel, mais cette impression ne nous permet pas de conclure si cette réalité existe ou pas. Et ça, c'est une conclusion que je suis plutôt d'accord, mais pas avec pas avec ce raisonnement-là, en fait. Et en fait, même pas cette prémisse-là, non plus, en fait. C'est pas que notre truc nous donne une impression de réel, ça nous crée une réalité. Enfin, c'est une réalité, c'est un truc qui existe. Voilà, nos expériences sont réelles. Je suis désolé, voilà. Donc, c'est pas qu'on a une impression de réel, on a un réel. Le truc, c'est juste que, voilà, on peut pas savoir, du coup, si... Enfin, le seul truc, c'est qu'on peut pas conclure ou non qu'il y a une réalité extérieure. Et pour montrer ça, on peut déjà, en fait, se dire que tout passe par la cognition, ce qu'il a un petit peu essayé d'arguer ici. Donc, la cognition, grosso modo, voilà, c'est un peu le processus qui permet de rendre accessible à peu près tout. Au final, hein, voilà, c'est ce qui permet de produire et de mobiliser des connaissances principalement. Mais en fait, voilà, on peut généraliser à peu près tout. Voilà, c'est la perception, le jugement, enfin bref, tous les trucs qui sont accessibles au cerveau. Voilà, c'est un peu comme des sortes d'adresses, enfin des trucs dans des adresses mémoire, un peu comme sur un système d'opération, etc. Voilà, c'est un système de traitement d'informations d'une certaine manière. Voilà.
Euh, et le truc, voilà, c'est que cette cognition-là, donc, elle surround, comment on dit en français, elle entoure, enfin, elle englobe absolument tout ce qui peut nous être accessible, en fait, notre réalité, quoi. Notre perception de la réalité, mais au final, voilà, c'est notre réalité, quoi. Parce que enfin, nos expériences, voilà, le tout de la réalité, en grosso modo, qui nous concerne, en fait. Voilà. Et le truc, c'est que on peut pas, d'une certaine manière, affirmer qu'il existe d'autres réalités. Parce que, puisque tout passe par cette cognition, et donc, en fait, par la création d'une version accessible de quelque chose, le truc, c'est que la version accessible de quelque chose, c'est la même chose que la version accessible de la version accessible de quelque chose. Quand on dit la version X de la version X de Y, c'est la même chose que la version X de Y. Par exemple, si je te parle de la version MP3 de la version MP3 d'un fichier audio, c'est la version MP3 d'un fichier audio, parce que la version MP3 d'une version MP3 d'un fichier audio, donc la version MP3 d'un MP3 au final, bah, au final, c'est juste le MP3 en lui-même. Voilà, bon, il y a plus de subtilité que ça, on devrait parler de fonctions de choix, de trucs comme ça, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on peut dire, surtout, c'est qu'il est possible de construire une fonction de choix sur les pré-images de la cognition qui prend uniquement, en fait, les trucs qui sont déjà dans la cognition. Parce que la cognition, c'est une sorte de projection, comme il a dit. Voilà, c'est une projection, mais en fait, même au sens mathématique du terme, parce que ça crée une version accessible de quelque chose, et la version accessible de quelque chose, c'est la même chose que sa version accessible de sa version accessible. Enfin, la version accessible de quelque chose, c'est la même chose que sa version accessible. Enfin, la version accessible de la version accessible. Bref, vous avez compris. Donc en gros, c'est stade par itération, ce qui est donc ce qu'on appelle en mathématiques une projection, principalement. Voilà, donc... Et du coup, ça veut dire que on peut choisir... enfin, grosso modo, si on essaye de déterminer d'où vient chacune de nos expériences, l'objet en fait qui produit ces expériences-là, eh bien, il y aura toujours dans notre pré-image comment dire, comment on pourrait dire, dans notre pré-image, voilà, on pourra toujours trouver un élément qui se trouve dans notre cognition. Et d'une certaine manière, on peut donc construire une fonction de choix un peu solipsiste sur les pré-images du machin. Enfin voilà quoi. Voilà. C'est intéressant. C'est un truc qui demande l'axiome du choix, etc. Si on veut vraiment formaliser tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on sait pas en fait si le monde réel ou quoi que ce soit est dénombrable ou non. Donc, just in case, on utilise les axiome du choix, comme ça, on est à peu près sûr que ça fonctionne, quoi. Ou au pire, en fait, on peut juste, on peut juste dire en fait que toute chose qui rentre, enfin qui passe par la cognition, en fait, va inévitablement être égale à leur version cognitée entre guillemets. Et du coup, alors on peut pas distinguer quelque chose de comment elle est cognitée. Parce que justement tout passe par la cognition et quand on fait passer par la cognition ces deux trucs-là, ça nous donne la même chose. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'en fait on peut pas distinguer la réalité de comment on la perçoit, de comment on la cogite entre guillemets. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, c'est de comment on l'interprète, de comment on l'expérience en fait, comment on l'expérimente plutôt. Voilà. Et ça aurait été un bon raisonnement, ça aurait été un raisonnement qui fonctionne, qui est complètement valide. Mais là, le problème, c'est que voilà, il se rattache à des notions un peu trop ambiguës, et comme je vous l'ai dit, voilà, sur le plan sémantique, il y a des gros problèmes sur ce qu'on entend par le monde réel. Parce que le monde réel, la plupart du temps, en fait, on veut parler du monde extérieur. Voilà, alors que le monde intérieur aussi, il est tout à fait réel. C'est juste que on se refuse à dire que il fait partie du monde réel ou quoi que ce soit, pour des raisons de connotation. Mais c'est juste des raisons de connotation. Là, il essaye de vraiment donner une définition... Enfin, en fait, c'est comme s'il essayait d'être formel sur ce qu'était
l'existence réelle, tout en ne l'étant pas. Parce que s'il l'était, il dirait pas ça. Voilà. Parce que le problème, c'est que oui, en fait, l'impression de mouvement, entre guillemets, de quelque chose, c'est un mouvement. Le mouvement, c'est un truc qui se trouve dans notre tête, dans notre machin, etc. Voilà, quand on parle du mouvement, on parle du mouvement. Ça veut dire que, voilà, on emploie la langue pour parler de mouvement. Et la langue, elle est précédée par le langage qui se trouve dans ton cerveau. Si vous connaissez un peu Saussure. Et donc, ça veut dire que c'est une version interprétée, justement par le cerveau, de ce qu'on entend par le mouvement. Voilà. Et donc, il y a un mouvement réel, puisque tu es obligé de parler de la version interprétée du mouvement. Donc tu peux simplifier, en gros. Hein. Au lieu de dire une impression de mouvement, tu peux juste dire un mouvement, point. Il n'y a pas de distinction à faire, en fait. C'est réductible, d'une certaine manière. Peut-être pas complètement. Enfin, je veux dire, évidemment, si t'es métaphysicien ou je sais pas quoi, etc., pourquoi pas. Mais voilà, c'est ton problème si t'es un charlatan. Moi, c'est pas mon problème. Nivelu. On va rester sur un truc simple, hein, histoire que personne tombe dans les pommes. Donc je continue de bouger ma main sur votre écran. Si on zoome maintenant, mais si on zoome vraiment, qu'est-ce qu'on voit? On voit absolument que dalle parce que c'est trop zoomé. Ça veut dire la main, les doigts, le décor derrière, on distingue absolument plus rien. Exactement. Et du coup, pour pouvoir reprendre notre exemple, mais que ce soit beaucoup plus lisible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simplifier, on va le remplacer par un pixel blanc qui se déplace sur un écran noir. Donc on est toujours sur un écran, hein, et juste histoire que ce soit plus lisible sur vos écrans, qui sont certainement de très haute définition, je vais afficher un gros pixel, sinon vous verrez rien. Vous n'avez qu'à vous dire que j'ai déjà zoomé un peu, voilà. Voilà, donc là on a un pixel, voilà, qui se déplace sur un écran. Là, vous voyez, en plus c'est marrant parce que justement, il dit, là il y a un pixel qui se déplace sur un écran. Ça montre qu'il a quand même l'intuition du truc, tu vois. Enfin, c'est comme un humain normalement constitué. Enfin bref, il a l'intuition. Mais malheureusement, il l'écoute pas. Youpi. Et comme on a déjà passé le niveau 1, on n'est plus tout à fait des débutants, donc on sait maintenant qu'il n'y a pas vraiment de mouvement, hein, il y a simplement une illusion de mouvement. Encore une fois, c'est quoi la différence? Tout simplement, aucune. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune différence entre une illusion de mouvement et un mouvement. Un mouvement, c'est un mouvement, point barre. C'est une expérience de mouvement. Alors voilà, le mouvement, c'est une construction, d'une certaine manière. Enfin, on peut l'interpréter comme ça, hein, globalement. Il n'y a pas de problème. Enfin, à peu près tout peut être une construction en fait de notre cerveau, puisque justement, voilà, tout passe par notre cognition. Donc la façon, en tout cas, dont on l'interprète, la version justement dissible des trucs est forcément une construction mentale, quoi. Parce que justement, ça passe par le langage et ensuite on essaie de le convertir en une langue. Et une langue qu'on essaie ensuite, éventuellement, enfin, une langue qui est construite à la fois par le langage et par les énonciations, le utterance, je sais plus comment c'est. Bref, par la parole, excusez-moi, voilà. Mais voilà, la parole, une fois qu'elle est assez répandue, ça devient une langue, et puis voilà. Encore une fois, Saussure. J'ai probablement j'ai complètement lâché, désolé, je suis désolé. Mais voilà, c'était Saussure, en très approximatif. Voilà. Donc là, voilà, ça marche pas trop. Parce que justement, voilà, on parle du mouvement en termes de construction mathématique, en termes de construction mentale, en termes de construction, tout ce que tu veux. Voilà, c'est une construction, point barre, c'est un truc qu'on remarque, c'est un constat. Tu peux pas dire que y a pas de déplacement, c'est un constat qu'on fait. Le constat, il est constaté, tu peux pas le réfuter, tu peux pas réfuter un constat, bordel de merde. C'est ce genre de délucubration rationaliste qui me fait vraiment... Je déteste l'idéalisme. Je pense que... voilà. Je pense que je me suis fait assez clair, mais bon. Continuons. Le pixel, il se déplace pas vraiment. C'est une succession rapide de photos. C'est la même chose. C'est la même chose, je suis désolé. Là, le problème, voilà, c'est que, en fait, il nous dit
une façon de modéliser un peu le déplacement, etc., de façon un peu plus mécanique, parce que il y a quand même une grosse différence entre donc un truc constatatif, un truc qualitatif comme le mouvement en fait, parce que le mouvement, je suis désolé, mais c'est un critère qualitatif, c'est pas un critère quantitatif ou quoi que ce soit, enfin je sais pas, c'est pas un truc formel au sens classique du terme, parce que on peut formaliser des trucs de façon non classique aussi, hein. On peut parler de logique floue, on peut parler euh, de, 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 de système inférentiel ou je sais pas quoi, etc. Enfin bon bref, des trucs qui sont plus câblés justement pour formaliser notre intuition. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut très bien se dire, c'est justement qu'il y a une sorte de persistance euh, d'entité, entre guillemets, dans ce truc-là, qui s'adapte. Voilà, une sorte de persistance adaptative, qui fait que, justement, on a associé... Enfin, on a déjà vu des trucs bouger auparavant. Voilà, dans notre mémoire, notre fonction enfin, nos fonctions exécutives, etc., nous permettent, justement, en fait, de déterminer qu'il y a quelque chose en mouvement. Parce qu'on a déjà vu des trucs en mouvement avant. Par exemple, là, il y a mon chat qui est en train de remuer sa queue parce qu'il est content. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Normalement, il remue la queue parce qu'ils sont pas contents. Mais elle est contente, elle ronronne en même temps, tout va bien. Euh, je, je la comprends jamais, mais elle fait ça depuis tout petit, donc tout va bien. Euh, je suis habitué à ce stade. Oui, gros câlin. Et elle continue alors que je lui fais des câlins, donc ouais, bon, elle est bizarre. Donc, de quoi parlais-je? Je parlais pas de chat, je parlais d'un autre truc. Désolé, ça m'a complètement déconcentré. Donc ouais, on a déjà vu ce que c'était un mouvement. Voilà. Donc du coup, notre cerveau va très vite reconnaître, enfin apprendre à reconnaître un peu les mouvements. C'est un peu comme l'appareil Dolly avec les visages. On a déjà vu des visages, donc on les voit un peu, même là où ils sont pas entre guillemets, entre gros guillemets. Parce que techniquement, si on voit un visage, c'est qu'il y en a un. C'est juste que c'est pas intentionnellement un visage, enfin je sais pas si on peut parler d'intention pour les visages. Bref, il y a un truc qu'on a envie d'exprimer comme un visage, donc c'est un visage. Bah, un visage humain, ok, mais c'est un visage. Ouais, après, bon, il peut y avoir des petits débats, évidemment, on peut se dire, ouais, mais normalement, un visage, c'est pour les humains, c'est pour les machins, etc. Et dans ce cas-là, ouais, ok, d'accord, c'est pas un visage, mais bon, concrètement, on voit un truc qui ressemble à un visage, on a envie de dire que c'est un visage. Voilà. Même si c'est, voilà, c'est pas comme ça que c'est constitutivement ou quoi que ce soit, on s'en fout. On s'en fout complètement en fait de la constitution. C'est un truc qualitatif, encore une fois. C'est un truc que je déteste avec les rationalistes, c'est que justement ils interprètent des trucs qualitatifs, encore une fois, comme des trucs genre constitutifs entre guillemets. Et en plus c'est vraiment un physicalisme ou un matérialisme assez naïf. Moi je suis matérialiste, moi je suis physicaliste et tout, mais je me rends bien compte que les éléments constitutifs de quelque chose, etc., elles peuvent changer sans forcément tout chambouler. Elles peuvent changer sans que les propriétés sortent, entre guillemets. En fait, si vous voulez, voilà, les propriétés, c'est souvent des trucs assez stables dans le temps, assez stables dans le changement de composition, etc. C'est juste que des fois, on a envie de dire, ouais, en fait, il y a tel ou tel truc, c'est plus ça, tu vois. Mais ça, on va dire, c'est plus des sursauts, entre guillemets, enfin voilà, je sais pas comment on pourrait dire. Euh, Par exemple, euh, prenons un processus justement de, de persistance adaptative comme ça, un exercice assez connu qui est donc le bateau de Thésée. En gros, c'est un bateau où on va remplacer chaque planche, une par une, euh, jusqu'à ce qu'en fait, il n'y a même plus les planches originelles, en fait. Est-ce que c'est encore le bateau de Thésée? Bah, pour moi, la solution à cette question, c'est est-ce que Thésée pense encore que c'est son bateau? Dans ce cas-là, oui. Voilà, c'est la réponse linguistique, hein, je suis désolé, enfin, c'est la réponse voilà, qui la plus directe, il me semble, hein, parce que justement, c'est le bateau de Thésée.
Il y a un rapport génitif, etc. Donc, ça veut dire que le bateau de Thésée, il est à Thésée, tant que Thésée considère que c'est le sien. À partir du moment où il considère que c'est plus son bateau, alors c'est plus son bateau. Peu importe le nombre de planches que tu enlèves ou que tu laisses. C'est possible qu'il ait jamais changé de pièce de bateau ou quoi que ce soit. À partir du moment où il dit c'est plus mon bateau, bah c'est plus le bateau de Thésée. Point barre. Voilà. Il y a pas vraiment de truc. Et après vous allez me dire ouais mais du coup si on reconstitue son bateau avec ses anciennes planches etc. Est-ce que ça appartient de près ou de loin à Thésée? Si oui, parce que peut-être qu'il a envie des royalties ou je sais pas quoi, bah dans ce cas-là oui. Si c'est pas le cas, bon bah c'est pas son bateau. Non, désolé, voilà. C'est le bateau reconstruit, enfin c'est une reconstruction du bateau de Thésée à une certaine étape, à un certain moment, mais c'est pas le bateau de Thésée. Enfin, c'est le bateau de Thésée, en tout cas dans le sens où c'est une reconstruction d'un état du bateau de Thésée. Mais techniquement, c'est pas le bateau à Thésée, tu vois. Enfin, bref. La langue est un peu ambiguë, ça arrive, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'il faut bien noter où se trouvent ces ambiguïtés pour éviter de tomber dans certains panneaux, n'est-ce pas? Bref. Et sur chaque cliché, eh ben, le pixel, il change un tout petit peu de place. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de ralentir le film, et là, quand on tombe à moins de 20 images par seconde, bah, le cerveau, il ressent pas le besoin de transformer notre perception, il considère que les poses du pixel sont réelles, et ben, là, on voit bien la supercherie. Et là, vous allez être tenté de me dire, attends Bruce, tu te... Il n'y a pas vraiment de supercherie, c'est juste que c'est un peu saccadé, mais c'est... Je veux dire, si tu regardes un film au ralenti ou des trucs comme ça n'empêche pas que tu vois des mouvements. Bref. fous un peu de notre gueule là, parce que cet exemple, c'est exactement le même exemple qu'avant. Il est juste plus simple. Donc t'es juste en train de gratter du temps en fait. Moi aussi j'avais cette arrogance en passant de niveau 1, hein, c'est normal, pas d'inquiétude. Regardez d'un peu plus près jeunes insolents, et focalisez votre attention sur le déplacement du pixel entre 2 points seulement. On va faire des allers-retours. Vous allez me dire, ok, on voit que le pixel, eh ben, il bouge d'un pixel, et que tu nous passes ça en boucle. Et alors, hein? Ouais, bah... oui. Hein? Et alors? Et alors, c'est pas le même pixel! Alors vous allez voir. Bah, ça dépend. Voilà. Ça dépend, en fait. Si c'est censé représenter une même entité, alors c'est le même pixel. Enfin, je dirais pas le même pixel. Enfin, si, mais juste par abus de langage, entre guillemets. Mais c'est un abus de langage, ça reste correct. C'est ça le problème. Euh, Enfin, c'est la même entité représentée par ces trucs-là. Si on considère que c'est la même entité, alors c'est la même entité. Si on considère que c'est deux trucs différents, que c'est deux pixels différents, etc., et qu'ils ont leurs propriétés à eux, qui sont leurs individualités à eux, bah dans ce cas-là, non, c'est pas la même entité, mais c'est différent. Là, il y a une approche qualitative, on se dit, ok, c'est un pixel qui va de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, etc. Ok. Et il y a l'approche aussi, genre constitutive, encore une fois, où on voit qu'il y a pas les mêmes, enfin que c'est pas les mêmes pixels, quoi. C'est juste deux façons très différentes de penser la même chose. C'est juste que intuitivement, dans la vie de tous les jours, on va parler en termes qualitatifs, on parle pas en termes constitutifs. Voilà, faut arrêter avec vos pseudo-philosophies qui essayent de mind-brain les gens, etc. Enfin, de mind-brain, qu'est-ce que je dis? De brain les gens, tout court, voilà. de mind-blow, peut-être, je sais pas. Enfin, bref, de brain les gens, alors que t'es juste en train de mal comprendre la langue, en fait. Désolé, mais bon, moi je suis un fan de linguistique et je suis un fan de philo, donc évidemment, voilà, je peux pas... je peux pas tolérer ce genre de truc, tu vois. Allez, continuons. Ce truc-là est tellement évident que vous allez avoir du mal à comprendre simplement pourquoi j'insiste là-dessus. C'est pas évident. C'est pas évident parce que justement, t'es en train de dire des trucs qui, tout simplement, ne sont pas comme ça que ça fonctionne dans la langue. Et donc, évidemment, tu vas forcément perdre certaines personnes. Il y aura certaines personnes qui vont se dire oui, moi je suis très intelligent, j'ai compris le truc constitutif, etc.
Mais encore une fois, voilà, le truc constitutif est généralement pas pertinent. Ça, c'est un problème que beaucoup de philosophes continentaux, ou je sais pas quoi, etc., ont peut-être un peu comme problème. C'est que justement, ils oublient. Enfin, peut-être pas continentaux, parce qu'en vrai, eux, ça va, sur ce plan-là, j'ai l'impression. Mais philosophes rationalistes, principalement, ils vont souvent confondre qualitatif et constitutif. Voilà, une analyse, on va dire, des composantes matérielles des trucs, etc., c'est pas la même chose que le matérialisme. Le matérialisme, ça comprend aussi l'idée justement de propriété matérielle, de propriété qui justement s'adapte, qui persiste malgré un changement de composition. Sinon, ce serait très très difficile à défendre, sans être comment dire, intellectuellement malhonnête, on va pas se mentir, hein, ou en tout cas enfin je veux dire, c'est très difficile à défendre parce que justement les seules personnes qui défendent ce genre de truc, déjà, c'est des personnes qui se prennent pour des gens très intelligents, là où ils sont probablement pas autant qu'ils le disent, mais ça, voilà, ça c'est leur problème. Euh, non, parce que s'ils l'étaient, ils comprendraient qu'il y a quand même une différence entre, encore une fois, qualitatif et constitutif. On s'en fout que ce soit pas composé d'un mouvement ou je sais pas quoi, etc. Enfin, je sais pas comment vous torturez ça, etc. Mais il y a qualitativement un mouvement. On s'en fout que ce soit pas constitué exactement de la façon dont on penserait le truc. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Enfin, il y a certaines personnes, si, évidemment, qu'elles vont s'en foutre parce que c'est pas leur truc, c'est pas un truc qui vont les faire, voilà, bon. Mais concrètement, c'est pas ça qui va décider ou non si un mouvement ou non. Ah, ce qui constitue tel ou tel truc ne va pas créer donc la façon dont on comprend la chose. C'est généralement pas comme ça que ça marche. Il y a que les rationalistes pour penser ce genre de truc en fait. Et le rationalisme primaire, c'est vraiment un des trucs que je trouve le plus aberrant, on va dire, dans la philosophie euh, presque contemporaine, je dirais. Hein. Enfin, c'est pas très contemporain, en vrai. Hein. C'est quand même un peu daté, on va pas se mentir, mais bon, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. Hein. On va pas se mentir. Mais faites-moi confiance, laissez-vous porter quelques instants, vous allez voir. Et rappelez-vous que là, on n'en est qu'au niveau 2. Mettons que vous ayez une relation un peu spéciale avec votre télé. Je suis en sympa, d'accord. Et vient, mais c'est pas... Voilà, là par exemple, là, en fait, il y a carrément là, on a l'exemple parfait, en fait, d'une je sais pas comment on pourrait dire, une entition. Genre, entition, une action de rendre quelque chose en entité, je sais pas, enfin bon, bref. Mais là où au départ on avait donc l'entité pixel entre guillemets, ou en tout cas l'entité représentée par le pixel, c'est que ce qu'on va évidemment réduire en pixels, plus ou moins par abus de langage si vous voulez, on s'en fout. Mais là on a changé de perspective. Là on a changé de perspective, on a créé donc deux entités qui sont Hector et Anatoly. Et évidemment, vu que maintenant ce sont deux entités différentes, eh bien on va plus percevoir le mouvement. Enfin, si, on va le percevoir, juste en plus, entre guillemets. Enfin voilà, il y a à la fois l'entité d'une certaine manière qu'elle constitue, entre guillemets, ou en tout cas qu'elles permettent de représenter, et les entités en elles-mêmes qui sont constitutives, etc., qu'on peut aussi évidemment qualitativement percevoir. Et c'est pour ça que ça peut rester malgré tout assez pertinent entre guillemets dans une certaine autre mesure. Ça peut rester surtout en fait comment on pourrait dire convaincant. Et après c'est pas parce que c'est convaincant que c'est un bon argument, qu'on se met bien d'accord. Pas la réalité. La réalité, c'est que Hector s'allume, puis il s'éteint alors que Anatoly s'allume, et inversement. Donc voilà, là carrément il y a ce côté justement voilà, on change de perspective d'entité, on change en fait d'axe qualitatif justement.
C'est marrant, hein, voilà. Bon, là, on change, là, on n'a plus. Là, on se focus plus sur l'entité représentée par les pixels, là, on se focus sur les pixels en eux-mêmes. Et là, il a vraiment montré un truc, voilà, ce changement de cadre, ce changement de référence, qui va évidemment créer des trucs assez intéressants, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est un bon truc pour montrer justement que voilà, on peut avoir plusieurs analyses qualitatives d'un même truc, tu vois. Enfin, ça pourrait montrer ça. Mais c'est pas comme ça qu'il l'interprète. Pour lui, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de mouvement. Donc en fait, pour lui, il y a forcément qu'un seul truc qualitatif possible. On dirait, enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Euh, pour lui, le truc le plus mécanique, c'est celui qui prime. J'ai pas trop compris en fait. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche dans le cerveau humain, et c'est pas comme ça que ça marche non plus sur le plan réel. Bref, Et derrière son écran, là, il dit quoi? Il est où le mouvement? voilà, vous voyez là, il y a un problème. Il y a un problème clairement de formalisation dans ce qu'il appelle le mouvement, parce que il est beaucoup trop strict pour rien, pour strictement rien. Là, il y a vraiment un une très mauvaise compréhension du mouvement. Parce que là, c'est dommage, parce que en fait, le reste de sa vidéo va permettre en fait de formaliser une certaine forme de compréhension du mouvement, avec des trucs de perturbation, etc., des sortes de switch on and off, mais pas forcément on et off, hein, ça peut être un peu tout ce qui est au milieu. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui est de la logique floue. La logique floue, c'est très cool. Là, au lieu d'avoir 0 ou 1, t'as tout ce qui est dans l'intervalle 0-1, c'est assez intéressant. Bref. En réalité, ça devrait même aller plus loin que ça, parce qu'en réalité, Hector et Nathalie sont pas juste 2 pixels. Ce sont 6 sous-pixels. Parce que chaque pixel est composé de 3 sous-pixels, 3 petits bâtons. Là, ouais, il change encore de cadre. Il change encore de cadre constitutif, etc. Tu vois. Mais ça ne change pas que. Enfin, mais d'ailleurs, en plus, c'est assez étrange parce que malgré ce qu'il dit quand même que voilà, Hector est composé de tel ou tel machin. Donc là, il n'a pas de problème à dire que Hector et Nathalie existent toujours. C'est juste que ils sont constitués de trucs un petit peu différents, enfin encore en dessous, etc. Tu vois. Mais il n'a pas traité comme ça le mouvement en fait de l'entité qui est représentée par le pixel. Deux poids deux mesures. Voilà, on va pas se mentir, là il y a clairement un petit problème. Les rouge, vert et bleu. Donc en réalité, Hector, c'est Alphonse, Jean-Eudes et Aristophane, tandis qu'Anathalie... Figurez-vous que ça change absolument tout. Oui, parce que si Bah non, pas vraiment. au lieu de suivre un pixel blanc, vous suivez un pixel jaune, sachant que votre œil n'a normalement pas de cône pour capter le jaune. Il a des cônes pour capter le rouge, le vert et le bleu. Donc du coup si, il a des capteurs pour capter le jaune. Parce que le jaune c'est du vert et du rouge. Donc si on peut le capter, c'est qu'on peut le capter. Enfin bon bref. Encore une fois, là il y a des problèmes assez atroces en termes de compréhension que quelque chose de qualitatif peut être constitué de trucs légèrement différents de ce que tu peux penser. Un truc qu'il a pourtant pas eu trop de mal avec Hector et Nathalie, hein. Mais là, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait rien. C'est comme s'il y avait plus rien et que voilà, c'est le néant total. C'est quand même bizarre. Je dirais, c'est pas un hasard hein, si les écrans de télé ont des pixels qui sont constitués de rouge, de vert et de bleu. Mais ça, j'en ai déjà pas. Justement, oui, parce que ça permet de produire toutes les couleurs et comme ça on peut les capter, ces couleurs. Alors on capte pas que le rouge, le bleu et le vert. On a des cônes qui captent le rouge, le bleu et le vert, mais ces cônes peuvent être activés en même temps, il n'y a pas de problème. Et quand ils sont activés, à évidemment des amplitudes différentes, etc., ça donne des couleurs différentes. Voilà, c'est aussi con que ça. J'en ai même parlé en anglais, le lien dans la description. Le jaune, c'est du rouge et du vert, donc si on reprend le mouvement, Voilà. votre pixel jaune qui se déplace, en réalité, c'est Alphonse et Jean-Eudes qui s'allument, puis qui s'éteignent lorsque Georges et Tébert s'allument, et inversement. Mais Aristophane et Kevin, eux, ils restent éteints. Et je ne parle même pas du cas où le pixel est rose.
Et oui, voilà, Léo, Dirty Biology. Bah, c'est juste rouge et bleu. Mais bon. Euh, bon, en vrai, là, je crois qu'il a complètement oublié Hector et Nathalie. Enfin, il me semblait pas dans le premier visionnage, donc peut-être en fait que non, il n'y a pas de double standard et qu'il est juste très étrange. Hein. Enfin, genre, il a l'air de considérer que quelque chose ne peut pas exister si elle est constituée de trucs plus petits que ce soit. Je, je ne vois pas le rapport entre ces deux assertions, en fait. C'est un peu le problème, je crois, de son raisonnement, c'est que justement, voilà, on dirait, et en fait, plus il parle, plus on dirait que un des trucs qui fait que pour lui quelque chose n'existe pas, c'est s'il est constitué de trucs en dessous. Enfin, qu'il a des éléments constitutifs encore un peu en dessous, tu sais. C'est quand même... Enfin, bon, hein. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein. Là, encore une fois, il y a un problème entre qualitatif et constitutif. Tu peux rajouter des propriétés qui lient des trucs entre eux. Et ces propriétés-là, elles existent. Quoi que tu en dises. Voilà, parce que justement, enfin, la propriété, elle permet de donner une certaine inclusion à un certain ensemble. L'inclusion peut-être pas au sens de la théorie des ensembles classiques, ça peut être voilà, des ensembles flous, encore une fois, parce que, genre par exemple, voilà, tu peux, au lieu de dire que les valeurs possibles du crochet d'Iverson de X dans S, on va dire, pour l'ensemble, c'est 0 ou 1. Là, à la place, c'est à peu près tout ce qui peut être entre 0 et 1. Genre, par exemple, ça peut être 50% dans l'ensemble, ça peut être 49,65, ça peut être 12,49. J'en sais rien. Mais en tout cas, tu peux le formaliser de 50 000 manières, etc. Il y en a peut-être certaines qui vont être plus pertinentes que d'autres. On s'en fout. Quoi qu'il en soit, il y a une façon, enfin, il y a plusieurs façons, en tout cas, de formaliser ce truc-là, et il n'y a pas forcément que... Rien que le fait qu'on puisse le formaliser au moins d'une façon, au moins, bah, ça montre que ça existe. Je sais pas. Parce qu'on peut interagir avec, on peut même raisonner avec ça. C'est merde quoi. Il en a parlé de la couleur rose, un épisode très bien mieux d'ailleurs que l'épisode que moi. En fait, je crois même qu'en fait, c'est l'épitome total en fait du matérialisme naïf. Parce que là, en fait, d'une certaine manière, il dit, voilà, les trucs, ils existent s'ils n'ont pas d'éléments constitutifs en dessous. Ce qui est vraiment un matérialisme extrêmement naïf, genre en mode, faut que ce soit la même matière, faut que ce soit la même composante, la même machin, etc. Et ils peuvent pas se combiner, d'une certaine manière. T'en fais quoi des molécules dans ce cas-là? Bah, je sais pas, il y a pas mal de trucs qui sont constitués d'autres trucs, hein, qui ont des sous-machins, mais qui permettent quand même de créer des trucs un peu plus complexes, une fois combinés, qui vont probablement être qualitativement interprétés de différentes façons. Donc, voilà, c'est un matérialisme vraiment très naïf, très naïf et généralement assez peu défendable, sauf les gens qui défendent ce genre de matérialisme, encore une fois, c'est des gens qui veulent juste se faire passer pour des gens intelligents, voilà, pour épater la galerie, si vous préférez, voilà. Alors que bah ça marche pas. C'est genre si tu remarques un petit peu le truc et que tu remarques la supercherie, que justement voilà la personne en fait confond justement analyse qualitative et analyse constitutive, voire même carrément considère qu'on ne peut pas faire d'analyse qualitative de trucs qui ont des constitutions, enfin des subdivisions, des machins, etc. Dans ce cas-là, tu lui demandes, mais dans ce cas-là, les molécules, elles n'existent pas dans ta tête? Ça se passe? Enfin, je sais pas. Enfin, tu peux vraiment lui faire la faire passer pour vraiment un con, hein, parce que concrètement, c'est ça qui va se passer. Tu vas passer pour un con. Hein. Si les gens n'essayent pas de boire tes paroles, etc., et se rattachent un petit peu à leur intuition,
s'ils sont pas trop cons, ils vont voir la supercherie. Je vais pas dire que les gens qui voient pas la supercherie, qui boivent complètement les paroles, sont cons. Hein, je dis pas ça. Je dis juste que, voilà, tu peux contrecarrer ce genre d'argumentaire assez facilement, même en restant dans l'intuition. En fait, surtout en restant dans l'intuition, justement. Il faut bien se comprendre, cramponner des fois à ce genre de truc. Même si des fois c'est mal vu, bah là en l'occurrence c'est plutôt bienvenu en fait. Enfin voilà, bon bref. J'avais fait il y a plus de 6 ans déjà sur la couleur. Mais bon, c'est bien quand même d'avoir un petit peu de bagage linguistique, etc. et tout, pour encore un petit peu voilà, étaler et bien remettre les gens à leur place, c'est très drôle. Voilà. Moi j'aime bien remettre les gens qui essaient de se la péter à leur place, voilà. J'aime pas me la péter tout seul, hein, s'il n'y a pas quelque chose contre quoi répondre ou quoi que ce soit, je vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà, si je vois qu'il y a des gens qui disent de la merde qui est possiblement assez problématique, parce qu'évidemment, dire à des gens qu'ils n'existent pas réellement, c'est un peu problématique, hein. Ça permet de créer des crises existentielles ou des trucs comme ça, etc., des crises de panique. Voilà, c'est pas terrible, franchement, voilà. Il y a quelques petits problèmes avec ce genre de raisonnement, hein, on va pas se mentir. C'est pas le genre de truc qu'il faut dire à tout le monde en fait. Hein. Voilà, parce que bon, il y a des gens qui sont déjà évidemment très impressionnables, on va dire, et qui peuvent malheureusement interpréter ça de façon extrêmement radicale. Genre, s'ils n'existent pas, bah autant qu'ils se suicident ou je sais pas, tu vois. Enfin, vraiment, ça peut aller très loin. Donc, faut vraiment faire gaffe à qui tu parles dans ce genre de truc, tu vois. Donc voilà. On va continuer la vidéo. Hein. Pose le lien dans la description, tout ça. Et si on intégrait en plus du flou de mouvement, hein, c'est un truc qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe sur les écrans pour créer un... Qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe sur les écrans. Donc qui existe. Là, t'es juste en train de parler en fait de la réalité en dehors des écrans, etc. Oui, ok, j'ai compris, mais fais gaffe. Parce que justement, voilà, tu essayes de faire le formaliste, de faire le machin, etc. Mais dans ce cas-là, faut que tu utilises les bons mots, quoi, ce serait pas mal. Bon, le problème, c'est que s'il utilisait les bons mots, il aurait certainement pas écrit le titre comme ça. Il aurait juste dit que vous n'existez pas extérieurement à vous. Et là, ça aurait été beaucoup moins impressionnable, évidemment. Après, beaucoup moins impressionnant, ça aurait été beaucoup plus... comment dire, évident, genre, voilà, si vous vous excluez de la réalité, ça créera un ensemble où vous ne faites pas partie, et si vous considérez que c'est ça la réalité, bah dans ce cas-là, vous ne faites pas partie de la réalité. Voilà. Ah non, mais c'est très prosaïque, mais si on voulait vraiment être formel, bah ce serait aussi prosaïque que ça, je suis désolé, hein, voilà, des fois, c'est bien, c'est bien d'être rébarbatif, des fois, ça fait moins de vues, c'est sûr, mais... un sentiment de fluidité, alors là, ce serait encore pire, parce que ce qui se passe, c'est que nos éléments, ils s'allumeraient partiellement. Ce serait complètement... Là, pour le coup, ce serait plus du tout binaire. Bon, on vous a demandé de vous laisser porter quelques instants, vous avez été bien aimable pour le faire. Alors du coup, eh ben, c'était pour quoi faire. Non seulement le mouvement sur un écran n'existe pas, ça on l'a vu, c'est le niveau... Si. Niveau 1, ce n'est qu'une illusion de mouvement, mais... Une illusion de mouvement, c'est un mouvement. Je suis désolé, c'était pas ça la conclusion du truc en plus. Ce que tu avais dit, c'était que notre perception est altère grosso modo le monde réel, etc. Et donc on peut pas en conclure que le monde réel, pardon, le monde extérieur à nous existe ou non. Ok. Ça, c'était une bonne conclusion. Mais là, le problème, c'est qu'il choisit la partie de la conclusion qui est un peu nulle. Dommage. Vraiment la partie la plus nulle, la plus nullissime de sa conclusion. Mais c'est pas grave. En plus, si vous suivez le mouvement d'une main sur un écran... En plus, c'est pas... Il dit le mouvement d'une main sur un écran. Donc ça montre bien qu'il a l'intuition. Mais non, il essaie de continuer, enfin, je sais pas. Même la main d'une image à l'autre, c'est plus la même main.
Si. Si, là pour le coup, c'est complètement la même main, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste pas avec les mêmes constituants. Encore une fois, ça va pas être les mêmes pixels qui vont être activés, c'est pas de la même manière, pas de la même machin, etc. Mais concrètement, c'est la même main parce qu'on considère que c'est une entité qui bouge. Parce qu'on a déjà vu ce que c'était que du mouvement et on sait comment, on va dire, intégrer le mouvement en tant que propriété d'un même élément, d'une même entité. Et là, en l'occurrence, l'entité en question, c'est ta main. Donc, si, c'est la même main. C'est la même main parce que justement, on a déjà compris ce que c'était que le mouvement. Et on a compris que ça ne changeait pas, grosso merdo, l'entité. Enfin, en fait, ça peut, mais le problème, c'est que voilà, on va considérer que, justement, c'est la même entité qui bouge. Enfin, pour parler de mouvement, il faut déjà, en fait, qu'il y ait une seule et même entité. À la limite, c'est ça qu'il aurait pu dire, en fait, dans ce niveau-là, c'est que on peut pas avoir de mouvement si on considère pas que c'est la même entité. C'est une bonne conclusion, c'est vrai, parce que voilà, tu peux pas parler de mouvement si tu considères qu'à chaque étape, ça change d'entité. C'est comme si tu parlais de dérivés, mais que tu pouvais pas parler de limite à gauche ou de limite à droite. C'est exactement la même chose. Là, c'est genre tu peux, parce que c'est pas exactement la même fonction, c'est pas exactement le même point. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre comme façon de penser le truc, mais voilà. Ce sont pas les mêmes pixels. Normalement, là, vous êtes derrière votre écran avec un air à moitié dubitatif et à moitié apathique en train de vous dire que ce que je viens de raconter est absolument évident. Non, justement, j'ai un air assez apathique, assez cynique même, en fait. Mais justement parce que je trouve ça complètement claqué au sol. Voilà, il y a beaucoup trop d'ambiguïté, beaucoup trop de machin, etc. Je peux comprendre les ambiguïtés, mais il faut bien expliquer pourquoi on les utilise, comment on les utilise, et surtout en quoi elles sont pertinentes. Là, en l'occurrence, nada. Voilà. Là, ça vaut pas mieux qu'Aristote, je suis désolé. Non, je rigole. Aristote vaut quand même un peu mieux que ça. Bref. Et oui, je suis d'accord. J'avais prévenu que ce serait évident. Mais il n'empêche que, c'est mal prévu. évident ou pas, nous sommes maintenant au niveau 2. D'ailleurs, le niveau 2 s'arrête absolument pas sur un écran. Hein. Si vous regardez, par exemple, si vous suivez une vague sur la surface de l'eau à la plage, vous avez bien votre vague qui se déplace vers le bord de l'eau. Donc, encore une fois, il parle d'un déplacement réel, hein, encore une fois. Vers la plage, quoi. Mais les gouttes qui composent cette vague, elles se déplacent uniquement de haut en bas pour le mouvement de la vague, mais les gouttes n'avancent pas avec la vague. Oui. Ok. Ce qu'on peut également représenter sur un écran ainsi. Et avant que vous ne vous disiez que le niveau 2, finalement, c'était un peu décevant, dites-vous bien que c'est un niveau dont on a besoin pour la suite. Et donc, si on devait résumer où on en est en une phrase. Lorsque je bouge ma main, en vrai, voilà, si je regarde ma main bouger, j'ai aucune raison de douter du fait que ma main est réellement en train de bouger. Voilà. Je comprends que ce que moi j'en vois, ce que je perçois avec mes yeux, mon cerveau va l'altérer. Voilà, j'ai une altération de cette réalité, c'est une projection de la réalité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le niveau 1. Je comprends également que si je regarde à travers un écran, ce que je vois, c'est une illusion de cette projection de réalité. Donc une projection de cette réalité, donc une réalité en fait. Parce qu'en réalité, d'une image à l'autre, c'est même pas ma main qui se déplace, ce sont des pixels qui s'allument et qui s'éteignent. C'est la même chose. C'est juste que tu as modélisé ça un peu différemment, mais c'est la même chose. Donc ça, c'est le niveau 2. Si jusque-là c'est clair, et seulement si c'est clair... C'est clair, mais c'est faux. C'est le problème. C'est le problème avec sa façon de faire le truc, c'est que c'est vrai, mais c'est faux. Enfin, c'est clair, mais c'est faux, plutôt. Ça marche pas. Eh bien, on est prêt à rentrer dans le dur. Avant d'arriver au niveau 3, il va falloir qu'on passe par une petite étape intermédiaire. Il va falloir se convaincre que ce qu'on a vu pour la vision uniquement, ça concerne
tous les autres sens humains. La réalité du mouvement. Bon, ça, oui. Ouvrir vos papilles, 7 heures, donc des choses. 79,9 €. Question qu'on peut se poser à justifier l'existence d'un perçoit et vous avez une sensation de froid. Le menthol n'est pas froid. Bref, à ce stade, il faut que vous soyez convaincu d'une chose. La perception que vous avez de la réalité est fausse. Comment ça? La perception qu'on a de la réalité extérieure est altérée, pas fausse. Ça reste un truc, ça reste une réalité. C'est juste pas une réalité extérieure, c'est une réalité intérieure, mais c'est normal. C'est normal parce que la réalité extérieure, on a justement défini comme étant le reste du truc, le reste de la réalité qui ne contient pas notre réalité intérieure. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue là. C'est une création de votre cerveau. Ce qui est donc une réalité. Et donc c'est vrai, enfin voilà. Mais, dans le même temps, ça ne permet absolument pas de démontrer si la réalité qu'on perçoit existe ou pas en dehors de notre perception. Oui. Ok, alors maintenant, on y va. Enfin, en même temps, c'est tout simplement parce qu'on peut pas déterminer si ça existe ou non. Enfin, encore une fois, voilà, moi je suis anti-métaphysique, etc. Et je vous ai déjà dit que pour moi, le truc le plus large qu'on puisse dire, le plus simple, non, je sais pas comment dire. Les seules choses qu'on peut dire des objets métaphysiques, c'est qu'ils sont possibles, mais non nécessaires. On peut pas vraiment dire grand chose de plus. On peut pas dire ils existent. On peut pas non plus dire qu'ils n'existent pas. Quand ils sont purement métaphysiques, je mets bien d'accord. S'ils agissent sur la réalité d'une façon quelconque, c'est que ils sont pas métaphysiques. Et dans ce cas-là, ils sont réfutables, éventuellement. Ou prouvables, enfin je sais pas, mais... Voilà. Bon, déjà on le sait, alors on va pas revenir là-dessus, la matière est composée à 99,9999% de vide. Alors, il y en a pour qui ça suffit à expliquer que la réalité n'existe pas. Mais c'est pas mon cas, parce que si les 0,0001% suffisent à justifier l'existence de la matière, eh ben, ça devrait suffire à justifier l'existence de la réalité. Je suis d'accord. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, il y a une question qu'on peut se poser. Donc la matière est composée de particules, d'électrons, de photons, tout ça. Voilà. Donc, question simple. Un électron est-il identifiable? On a envie de dire oui, hein, c'est assez évident. On dit oui, bien sûr qu'on peut identifier un électron par sa masse, sa charge, son spin, etc. Voilà, on a des capteurs qui font que quand il y a une particule qui passe, on est capable de dire tiens, ça, là, cette particule qui est passée, c'était un électron. Sauf que c'est pas la question que je pose. Donc mettons que je sois encore plus cinglé que le gars qui était pote avec tous les pixels de sa télé, et que je décide d'être pote avec tous les électrons de tous les atomes de l'ongle de mon index gauche. Fait déjà beaucoup trop pour être simplement réaliste, mais ok. Mettons, voilà, j'ai identifié sur un atome de carbone de l'ongle de mon index gauche, j'ai repéré un électron très sympa, que j'ai appelé Edmond. Non, là en l'occurrence c'est pas possible. Bon, j'ai déjà vu la vidéo, donc je sais pourquoi, mais c'est surtout que voilà, c'est un électron, il est uniquement défini par ses caractéristiques assez abstraites, etc. On peut pas, voilà, comme il va dire plus tard, mettre un marqueur sur le machin, sur un électron, etc. Et donc savoir que c'est le même électron qui se balade. Voilà. On peut pas savoir en fait quand un électron se barre ou non, etc. Enfin, même si on peut définir ce genre de truc. Mais là, c'est juste parce que c'est un objet assez abstrait, hein, on va pas se mentir. Les électrons, ils n'existent pas concrètement non plus, quoi. Enfin, ils n'ont pas d'existence qualitative, plutôt, c'est ce qu'on devrait dire. Ils ont un intérêt quantitatif, il n'y a pas de problème avec ça, mais ils sont un peu... voilà, c'est une modélisation, c'est un truc qui nous permet de comprendre la réalité d'une façon mécanique. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre les mécanismes de la réalité, ou en tout cas d'avoir une meilleure appréhension, enfin une meilleure compréhension de ce truc-là, ou en tout cas une meilleure prévisibilité. Et c'est cool,
de prévoir des trucs, c'est cool de prédire des trucs, enfin voilà. Il y a certains trucs qui sont plus prédictibles que d'autres, etc. C'est cool. Voilà. Mais ça veut pas dire que ça existe. Ah. Alors par exemple 2, le chiffre 2, ça n'existe pas, c'est juste un constat. Enfin, en fait, oh la merde, je tombe dans le même piège que Bruce, excusez-moi. 2 existe, mais il n'existe pas comme ce qu'on comprend. C'est pas genre, c'est pas un objet, c'est pas un truc comme les platoniciens comprenaient ce truc-là. 2, ça existe en tant que description. Genre quand on dit qu'il y a 2 vaches. C'est juste un adjectif. C'est voilà. Alors, évidemment, on l'a objectifié ensuite, hein, on l'a enlevé complètement de son contexte adjectif, et on en a fait un truc un peu plus compliqué, certes, mais concrètement, voilà. Bref. Edmond l'électron. Là, on va mettre de côté tous les problèmes posés par la mécanique quantique en ce qui concerne l'observation d'un électron. Hein. Ça, on peut pas. Une file d'identification, un truc à... parce qu'on peut pas faire ça. Vouloir mettre ces contraintes de côté, c'est exactement la même chose que vouloir faire une course de 100 mètres avec un pote en lui disant, tu sais quoi, on va faire cette course en considérant toi et moi que le temps n'existe pas. T'es prêt? Go! C'est une bonne analogie. C'est une très bonne analogie. Edmond n'est pas identifiable. On peut identifier une particule, on peut identifier que c'est un électron, mais on ne peut pas suivre cet électron dans son univers. Il existe une façon de prouver que ce n'est pas le cas. Non, il est impossible de démontrer que l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'univers pourrait très bien... Il fait ça bien. C'est-à-dire qu'il prend des électrons qui ont le même spin. Ce qui fait que... Là, il parle du dieu là, qui échange des électrons qui ont le même spin, qui ont le même truc, etc. Voilà. Est-ce que on pourrait identifier ça? Non. Enfin, on pourrait pas montrer que ça se passe comme ça, on pourrait pas non plus montrer que ça se passe pas comme ça. Là, concrètement, c'est un truc métaphysique. Là, concrètement, voilà, c'est purement métaphysique, ça n'a aucun impact sur la réalité. C'est... voilà. C'est pas un truc qui nous est accessible pour notre cerveau, etc. Parce qu'on peut pas savoir qu'il y a ces échanges-là qui sont faits. Parce que fonctionnellement, c'est la même chose. C'est pas juste fonctionnellement, c'est genre qualitativement parlant, etc. Et sur tous les plans, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a rien qui s'est produit, en fait. Je suis désolé. Ce dieu-là, il peut exister, il peut ne pas exister. Et au final, il n'y a pas de... Voilà. Enfin, si on peut appeler ça un dieu, évidemment, parce que là, ça pose quand même pas mal de problèmes sémantiques, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Si vous observez l'électron, vous voyez pas de différence. Donc, je suis d'accord qu'il n'y a aucune espèce de raison de penser qu'on vit dans cet univers-là. Oui. Mais est-ce qu'il existe une façon de prouver que ce n'est pas le cas? Non, il est impossible de démontrer que l'univers ne fonctionne pas ainsi. L'univers pourrait très bien fonctionner ainsi. Il n'y a aucune expérience qui permettrait de dire qu'un électron a été remplacé par un électron identique. Voilà. Pour une simple raison, qui est que deux électrons qui ont les mêmes caractéristiques sont absolument indistincts. Si, pour reprendre l'exemple de la télé, si vous avez un écran de télé, par contre, qui est d'une taille infinie ou au moins quasi infinie, c'est-à-dire que quand vous observez un pixel, vous êtes incapable de connaître ses coordonnées. Vous ne savez pas s'il est à la 102e colonne, la 103e colonne, vous ne savez pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous permet de distinguer un pixel d'un autre? Vous le sentez venir le niveau 4 là, ou pas encore? Avant d'arriver au niveau 4, toutefois, résumons s'il vous plaît le niveau 3 en une phrase. Alors, ce qui me permet éventuellement de distinguer un pixel d'un autre, c'est si le truc constitutif, on va dire, enfin le truc que je peux éventuellement identifier dans la macroscopie du truc, me donne une impression de mouvement ou un truc comme ça, etc. Et que non, évidemment cette impression de mouvement crée une sorte d'entité, voilà, voilà. Enfin, même l'absence de mouvement, en fait, ça crée une sorte d'entité, on va pas se mentir, mais vu que j'ai déjà vu des trucs bouger auparavant, bah, je vais considérer que c'est la même entité. Et qui bouge. Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais du coup, qu'est-ce que t'en sais si c'est les mêmes pixels, si c'est le même machin, etc. On s'en fout. On s'en fout. T'arrives quand même à identifier les coordonnées
dans un plan, par exemple. Alors évidemment, si t'as pas d'abscisse ou d'ordonnée ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. C'est sûr. Mais tu peux très bien en créer un. Tu peux créer un référentiel local, on va dire, d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait en physique. Le référentiel géodésique, par exemple. Ça vous parle, peut-être? Je sais pas. C'est... Enfin, je sais pas, c'est quand même une chaîne de science. Hein. Enfin, bon. Pas grave. Pour le niveau 3, deux particules de même nature, aux mêmes caractéristiques. Donc du coup, c'est pas exactement la même chose que le truc pour les électrons. Ce que j'essaie de dire, voilà, c'est que c'est une mauvaise analogie. C'est une très très mauvaise analogie parce que les électrons, c'est des trucs assez abstraits, c'est des trucs assez machins, etc. Qu'on peut pas identifier justement dans ce sens-là. Par contre, les pixels sur un écran, si. Tant que tu crées un référentiel, tant que tu crées un machin, etc., c'est bon. Techniquement même, on peut faire ça pour les électrons. C'est juste que... bon, ok, d'accord, peut-être que ça va pas être le même électron, etc. Peut-être qu'il y aura des swaps, des machins, etc. et tout, mais on s'en fout. On parle, grosso merdo, de trucs qu'on peut suivre. Entre guillemets. Et si on peut suivre, c'est qu'on peut suivre. Enfin, je sais pas. Bref. Après, je suis pas... je connais pas trop la mécanique quantique, je sais pas exactement comment un électron se déplace, mais si même il se déplace au final... Peut-être pas. Peut-être qu'au final, ouais, c'est vrai que les meilleurs modèles nous disent qu'ils se déplacent pas. Ouais, peut-être. Mais... je sais pas. Sont indifférents. D'ailleurs, je connais aussi la théorie de l'unique électron qui est encore plus marrant. Qui est en gros l'idée que c'est le même électron en fait qui y a dans tout l'univers. En fait, c'est juste que voilà, il va et vient dans le temps et dans l'espace. Et techniquement, on peut pas déterminer que c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. Donc voilà. C'est un truc assez intéressant aussi, mais encore une fois, on peut quand même identifier localement des trucs. Enfin, j'imagine. Peut-être que c'est faux. Peut-être qu'au final, quand on fait les calculs, on peut pas faire cette identification-là. Je sais juste qu'en tout cas, pour les télés, on peut le faire. Je sais pas pour les électrons, peut-être pas, peut-être, je sais pas, je suis pas expert en électrons. Mais sur un écran avec des pixels, avec des machins, etc., je peux identifier des coordonnées locales, entre guillemets. Je peux créer un référentiel planaire. Là, un certain endroit, purement arbitraire. Voilà. Il n'y a pas besoin de considérer les coordonnées, genre c'est à la combienième colonne, à la combienième ligne, ou je sais pas quoi. C'est juste, voilà, tu crées un référentiel, tu dis ça c'est 0, 0, et après on va essayer de faire des calculs avec le reste. Et on s'en fout après de où ils sont exactement. Genre ils n'ont pas de référentiel absolu. C'est un peu ça, au final, que l'on a dans la relativité, dans les trucs comme ça, etc. Tu vois. C'est juste que là, une fois que tu as un truc infini, tu peux plus vraiment faire des référentiels absolus. C'est compliqué. Il faut faire des référentiels locaux, des référentiels... voilà, il n'y a pas de coordonnées absolues, c'est que des coordonnées relatives. J'explique quand même ça en réponse à y penser. En parlant de philo, c'est quand même grave. Enfin, je sais pas, bon bref. Point. Donc deux atomes d'hydrogène qui ont les mêmes caractéristiques sont indifférenciables. Deux atomes même plus complexes, ils ont les mêmes caractéristiques, sont indifférenciables. Deux molécules de dioxyde de carbone sont indifférenciables. Même deux molécules d'ADN, pour peu que l'organisation soit la même, sont indifférenciables. Oui, mais deux molécules d'ADN qui ont des trucs différents, des caractéristiques différentes, etc., elles sont différenciables. Enfin, je sais pas, on peut quand même différencier des trucs, c'est ça le truc. Là, on dirait qu'il a montré qu'on pouvait pas différencier des fois quelques trucs, et ensuite il se dit regarde, on peut aller encore plus loin, etc. Mais à un moment, ça marche plus. Parce qu'en fait, tu dis juste que deux trucs identiques sont identiques. Ok, mais
on s'en fout. On s'en fout parce que il y a quand même des trucs qui ne sont pas identiques. Et donc ça suffit à montrer que ton argument ne peut pas exactement se généraliser à absolument tout. Hein. En fait, je vois même pas où il essaie de venir ici. Là, je comprends même pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça raconte sur la réalité ? Projetons-nous un petit peu dans le turfu et imaginons que justement maintenant on vit dans un futur dans lequel on n'a plus, comme tous ces ploucs du 21e siècle, des bêtes écrans de télé 2D, mais des écrans 3D. Et attention, je parle de vrais écrans 3D, je parle pas d'écrans 2D sur lesquels on peut voir de la 3D avec des lunettes et tout. Non, non, je parle d'écrans volumétriques. C'est-à-dire qu'on n'a plus des écrans qui sont composés de pixels, donc de picture elements, mais ces pixels sont en fait des tout petits cubes, des volume elements ou voxels. Oui, comme dans Minecraft. Sur ce cube, ça a très mal vieilli. Bouger ma main. Enfin, déjà, il a fait pas mal de... Comment dire ? Déjà qu'il a fait beaucoup de vidéos sur... pas de vidéos. De références dans le truc à Dirty Biology. Donc ça... Déjà, rien que pour ça, c'est daté. Et bon, c'est pas... Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant reste vrai. La persistance rétinienne, la chronostase, tout ça. Vous avez bien l'illusion de mouvement de ma main. Tout ça reste vrai. Et là, vous allez me dire, si ça change rien, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce qu'on a maintenant une expérience qui est en 3 dimensions, et que le fait qu'elle est en 3 dimensions fait qu'elle est beaucoup plus proche de la réalité qu'on perçoit. Notamment, si la résolution de cet écran volumétrique est grande, mais genre, vraiment, très très grande. En gros, si un voxel fait la taille d'une particule. On est sur de la très très haute résolution là. Si un voxel fait pile la taille d'un électron, alors, à chaque instant, on pourra voir où est l'électron. L'électron qu'on observe, hein, sinon sa position est incertaine. Rappelez-vous, Heisenberg, tout ça. On en a parlé, hein, les liens sont dans la description. Mais d'une image à l'autre, et vu qu'on a déjà passé le niveau 3, on saura que l'électron qui a bougé, en fait, c'est plus le même électron. C'était juste le voxel qui était allumé, qu'on prenait pour un électron, voilà, il s'est éteint, et le voxel d'à côté qui s'est allumé, c'est le nouvel électron. Tout ceci reste une projection, hein, je le rappelle, vous n'observez pas là. Mais encore une fois, on peut considérer que c'est un mouvement. On peut considérer. On peut aussi, évidemment, qualitativement se dire que c'est 2 électrons différents. Encore une fois, mais on peut aussi se dire qu'il y a quand même un mouvement. Encore une fois, c'est qualitatif, c'est pas quantitatif. En réalité, vous observez un écran qui rend compte du mieux possible la réalité. Imaginez de plus que votre télé 3D rende un son spatialisé impeccablement. Voilà, nous sommes dans le niveau 4. En somme, le niveau 4, c'est une évolution naturelle de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est juste plus complexe. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on observe est une projection de la réalité, mais en pratique, elle est absolument indistincte de la réalité qu'on expérimente tous les jours. La seule différence, c'est qu'on sait que cette réalité-là est infondée. Mais encore une fois, ça ne... C'est pas qu'elle est infondée, elle existe. C'est juste qu'elle n'est pas... Enfin, si on coupe l'alimentation de la télé 3D, là, bah c'est bon, c'est fini, il n'y a plus le truc. Mais techniquement, on a quand même eu l'expérience du truc. Donc techniquement, ça reste réel, en fait. ne permet absolument pas de conclure si la réalité véritable qu'on expérimente tous les jours existe ou pas. Évidemment que non. Encore une fois, c'est un truc qu'on peut pas déterminer. On va parler brièvement et très simplement, de la théorie quantique des champs. On appelle aussi parfois la théorie des champs, mais comme il existe en relativité générale un truc qui s'appelle la théorie des champs, vous savez, voilà, petit joueur dans son garage là. L'idée est que de la même manière qu'autour d'une masse il existe un champ gravitationnel et qu'autour d'un aimant il existe un champ électrique, on entend que ça fait comme des perturbations dans un champ. Eh ben, on y arrive. D'après ce modèle, un électron, en fait, c'est ni une bille ni je sais pas quoi, en fait, c'est une excitation dans un champ quantique. C'est une perturbation dans un champ. Et alors attention, parce qu'on a souvent tendance à imaginer les perturbations des proportions au déplacement dans le champ. C'est l'impulsion qui se déplace dans le champ. Il n'y a rien dans le champ qui se déplace. Et là, vous allez me dire... Bon, techniquement, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Bah attends, gars, les particules qui ont de la masse, elles doivent bien réellement se déplacer, puisqu'on est capable de mesurer le déplacement de cette masse.
Rien que là, il aurait dû pouvoir se débunk, mais c'est pas grave. Ce à quoi je vous répondrai que d'une part, on aura l'occasion d'en parler en détail si la chaîne existe toujours quand il s'agira de parler du boson de Higgs, et que d'autre part, là pour le coup on l'a déjà vu, la notion de masse est équivalente à la notion d'énergie, et que donc parler de machin tangible au cœur de ce qu'on est en train de parler, à minima, c'est une façon très très floue de présenter la chose. Et voilà. J'ai rien compris. Tout simplement, là, c'était... J'ai pas compris. Pourquoi il parlait d'énergie Parce que E égale MC2 mais on s'en fout. C'est pas... Ça reste une caractéristique. C'est une caractéristique. Ok, peut-être qu'elle est un peu abstraite, qu'elle est un peu machin, mais elle existe. On peut la mesurer concrètement, on peut mesurer ta propre... Enfin, je peux mesurer ma masse, par exemple, tu vois. Enfin, c'est assez tangible, hein. Y a pas... Merde, quoi. Ce qu'est notre niveau 5. La matière elle-même, tout ce qui la compose, n'est en fait qu'un ensemble certes complexe de perturbations dans des champs quantiques qui se superposent les uns aux autres, comme les pixels d'un écran de télé. Ok. Ce qui signifie que la réalité telle qu'on l'entend n'existe pas. Non sequitur, total. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Encore une fois, voilà, là, non, t'es en train juste de dire... Enfin, en fait, là, il y a tellement de millimélos. Tellement de millimélos que ça veut juste rien dire, en fait. Ça dit pas que la réalité n'existe pas. C'est juste qu'elle n'existe pas comme tu le comprends. Ok? C'est peut-être, voilà. Genre, en fait, là, ce que t'es en train de dire, c'est que le déplacement se fait pas comme ce que moi j'entends par déplacement, enfin ce que je comprends comme étant le déplacement. Du coup, la réalité n'existe pas. T'as une définition extrêmement fragile de la réalité, hein, si c'est le cas, parce que... voilà, quoi. Le pire, en plus, c'est qu'après... Sauf que... De la même manière que pour que vous ayez une image sur votre écran de télé, il faut bien que les pixels de votre écran existent, et bien là, il faut bien que les champs existent. Mais il y a plus. Pour qu'une image se forme sur un écran de télévision, je veux dire, il faut bien qu'à un moment donné, une information circule. Il faut qu'il y ait quelque chose qui aille dire à chaque pixel, toi tu t'allumes, toi tu t'éteins. Ainsi donc. Alors, j'avais oublié ce passage, mais je crois qu'en fait, il répond pas à cette question. Il ne dit pas, ouais, il y a peut-être une information... Il parle pas de l'information qu'il peut y avoir dans les champs, dans les machins, etc., tu vois. Les champs quantiques et tout, on ne parle pas de ça. Super. Donc, qu'est-ce qui provoque ces perturbations dans les champs quantiques, hein? Qu'est-ce qui les organise? Oui. Je crois qu'il répond pas à cette question, hein, il me semble. Qu'est-ce qui les organise? Parce que si à un moment donné, moi je décide que voilà, je vais me lever, je vais partir à gauche comme ça, bah, toutes les particules qui composent les atomes de mon corps vont se propager dans les champs quantiques sur lesquels ils sont, mais ils vont pas se propager de façon aléatoire. Ni de façon omnidirectionnelle comme les ondes à la surface de l'eau par exemple. Ils vont bien suivre, c'est ma conscience, ma volonté qui va organiser en partie ces déplacements. Et donc le résumé du niveau 6, si vraiment il faut qu'on en fasse un, la réalité telle qu'on l'entend n'existe pas. Cependant nous pouvons l'apercevoir, nous pouvons interagir avec elle. Là vous voyez, il vient de dire un truc qui me semble en fait absurde. La réalité telle qu'on l'entend n'existe pas, et on peut, plus loin, interagir avec. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour que quelque chose existe, un critère suffisant pour dire que quelque chose existe, c'est qu'on puisse interagir avec. Donc là, en fait, j'ai la confirmation que l'on a deux façons de comprendre l'existence comme étant, enfin des façons en fait, j'aurais pas pu faire mieux pour prouver que sa compréhension de l'existence est absolument incompatible à la mienne. Absolument. Voilà, il n'y a pas plus clair, plus limpide, parce que justement, comme je vous l'ai dit au début, un critère suffisant pour dire que quelque chose existe, c'est si on peut interagir avec. Parce que justement, ça crée une expérience donc réelle. Je veux dire, si je dis que j'ai mal,
j'ai mal. Point barre. Je m'en fous qu'il n'y ait pas de nocicepteur, de machin, ou je sais pas quoi, etc. Si je ressens un mal, j'ai mal. Je m'en fous que les médecins, etc. n'arrivent pas à savoir pourquoi j'ai mal. J'ai quand même mal. Donc une expérience, elle est réelle, quoi qu'il arrive en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Même par exemple, je peux faire encore plus mindfuck que ça. Si vous avez des hallucinations, bah ces hallucinations, techniquement, elles sont réelles. Parce qu'en fait, elles vont déjà être une véritable expérience que vous allez avoir. Genre, par exemple, si vous prenez de la drogue ou je sais pas quoi, etc., vous allez voir peut-être des hallucinations, vous allez voir des trucs, etc. Et ça va être des véritables trucs que vous allez, voilà, que vous allez expérimenter en fait. Ça va être des expériences réelles, concrètes, qui vont se produire en fait à vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez probablement même agir de façon un peu justement en réaction à ces trucs-là. Ce qui va donc non seulement faire en sorte que cette expérience vous sera réelle à vous, mais aussi, en tout cas a priori, ça va faire que vous allez réagir à ce stimulus, à ce machin, etc. Enfin, ce stimulus peut être créé par votre cerveau, mais on s'en fout. D'une façon qui va donc se répercuter sur le monde réel, sur votre comportement réel. Et donc, même les hallucinations en fait sont réelles et vont carrément en fait justement engendrer des actions dans le monde réel. Par exemple, si tu fuis un truc, voilà, une hallucination ou quoi que ce soit, eh bien concrètement tu vas ouvrir les portes, etc. Tu vas peut-être te casser la gueule, tu vas et donc possiblement perdre une dent ou quelque chose comme ça ou je sais pas quoi. En tout cas, tu vas vraiment causer un truc dans le monde réel. Plusieurs, probablement même trucs en fait. Et du coup, bah, ça va se répercuter sur les autres. Les gens vont pas avoir l'expérience du truc. C'est juste qu'ils vont pas avoir exactement la même expérience parce qu'ils vont pas voir ce que tu es en train d'halluciner, mais ils vont voir que tu hallucines et ils vont voir les actions que tu fais à partir de ça. Et donc, tes hallucinations vont, dans ce sens, être réelles en fait. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que c'est des hallucinations réelles extérieurement, parce que, encore une fois, les autres ne voient pas tes hallucinations. C'est un peu le principe d'une hallucination. Et c'est un peu le principe même d'une illusion, d'un machin, etc. Enfin, normalement, enfin, une illusion, c'est plutôt un truc. Enfin, je trouve que c'est un concept assez anomalie. Enfin, anomal. Ouais, voilà, anomal. Parce que, grosso merdo, c'est un truc sur lequel on peut tous plus ou moins s'accorder. Mais on dit quand même que c'est pas un truc. Voilà. Juste parce que, par exemple, on peut avoir plusieurs interprétations, etc. Par exemple, le truc là de Titi et Grominet mène l'enquête. À un moment, Titi dit ouvrez vos paupières, mais on dirait. Enfin, on peut entendre. C'était quoi déjà le truc ouvrez vos gros cons. Un truc comme ça. Enfin, en tout cas, machin vos gros cons. Ou juste gros cons, je sais plus exactement ce qu'il y a à la fin, mais voilà. Donc, au lieu d'entendre paupières, on entend gros con. C'est possible. On peut entendre les deux. Voilà. Si on prête l'oreille pour imaginer qu'on entend tel ou tel truc, bah on va avoir l'illusion de ce truc-là. Voilà. Et c'est un truc sur lequel on peut à peu près tous se mettre d'accord. Donc, c'est un peu bizarre, quoi, comme concept, l'illusion. En fait, c'est un concept, je trouve, assez rationaliste. Justement parce que, voilà, c'est... Malgré l'expérience qualitative du truc, on a quand même envie de dire que c'est pas réel. Alors que c'est réel. Le rationalisme, c'est vraiment une entité complètement anomalique. C'est une anomalie totale, en fait, de la raison. Je... Voilà, c'est pour ça que les gens... Enfin, c'est à cause de rationalistes comme ça, etc. et tout, de rationalistes primaires, de matérialistes primaires, etc., que les gens se disent, bah en fait la logique c'est n'importe quoi, etc. et tout, et il faut pas s'étonner ensuite que les gens soient anti-intellectuels. Hein.
faut pas s'étonner, parce que si tu commences à dire de la merde comme ça, voilà, tu dis de la merde, hein, concrètement. Donc voilà, c'était un peu mon petit rumble sur vidéo qui me fait bouillir philosophiquement parlant. Hein, parce que justement, il y a tellement d'absurdités, tellement de machins, etc. Et tellement de mécompréhension, en fait. Euh, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en soi, ça donne une bonne compréhension de ce qui pourrait se passer, en fait, pour le déplacement, etc. Que notre notion du déplacement est peut-être un petit peu... euh, comment dire, nous met peut-être un peu sur une fausse piste, mais c'est pas grave. Ça reste quand même un truc qu'on arrive à faire, quoi. Enfin, quantitativement, il y a quand même le truc, c'est juste que voilà, ça nous permet de modéliser un peu le mouvement. D'une façon peut-être plus formelle, d'une façon peut-être un peu plus machin. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'il le comprend. Lui, il le comprend comme en gros dire, bah voilà, le mouvement n'existe pas, juste parce qu'en fait, il y a une définition très bizarre de c'est quoi qui existait au final. Voilà. Et c'est un peu dommage. Je trouve ça extrêmement même dommage en fait. Et voilà. Je veux dire, même mathématiquement, etc., ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on interprète le quantificateur existentiel ou quoi que ce soit. Donc je sais pas d'où il sort cette définition claquée au sol d'existence. Enfin, une définition que j'ai dû induire parce qu'il a jamais défini en fait. Mais pour moi, enfin, ce que je comprends dans son truc, c'est que l'existence, c'est un truc. Enfin, en tout cas, un truc suffisant pour dire que quelque chose n'existe pas. Voilà, lui, il a, on va dire, une interprétation un peu plus pessimiste, ou en tout cas assez. Voilà. Lui, il priorise en fait la non-existence, ce qui devrait déjà vous montrer le problème. Euh, c'est que donc pour lui, la non-existence est suffisante quand justement il y a des éléments constitutifs encore derrière, tu vois. C'est très bizarre. En tout cas, c'est ce que j'induis. Et évidemment, je pense qu'il ne serait pas d'accord avec cette induction parce que justement, c'est complètement claqué au sol. Mais le problème, c'est que c'est ça qu'on comprend avec ton argumentaire. Faut. Enfin, il n'y a pas besoin de me traiter je sais pas, de con, je sais pas quoi. Il faut que tu développes ton argumentaire, il faut que tu formalises ce que tu entends par exister, il faut que tu définisses tes trucs, avant de dire des trucs comme ça. Surtout sur un sujet aussi sensible, entre guillemets, pour beaucoup de gens. Genre, vraiment, ça peut les foutre mal. Encore une fois, voilà, je déconne pas, ça peut vraiment mettre des gens très très mal. C'est vraiment une vidéo qui peut être assez dangereuse. Surtout pour des personnes assez impressionnables, et encore une fois, qui peuvent avoir des tendances assez dépressives, sinon pire, quoi. Donc, il faut vraiment faire gaffe avec ce genre de sujet. C'est pas le genre de truc que tu devrais genre, mettre comme ça sur YouTube. Enfin, je sais pas, c'est. Là, je le mets parce que justement, je débunk tout ce qu'il dit. Et du coup, voilà, enfin, d'une certaine manière, je rassure les gens. Mais il y aura des gens, évidemment, que ça va peut-être foutre en détresse, malgré tout. Mais au moins, je vais essayer de mettre un wording, je vais essayer de mettre un truc, etc. Genre, voilà, attention, question existentielle, etc. Regardez pas cette vidéo si vous êtes, sensible à ce genre de sujet, etc. Et que vous êtes facilement enfin, vous pouvez devenir dépressif ou des trucs comme ça. Enfin voilà, évitez si vous êtes dépressif, grosso modo. Ce qui va malheureusement, je pense, peut-être limiter le visionnage de cette vidéo à très peu de gens. Malheureusement, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très dépressifs. Bon, il y a peut-être un peu de capitalisme à blâmer là-dedans, hein, tout ça. Les trucs usuels, mais bon, il y a plein de trucs. C'est vrai que c'est un peu déprimant. Moi, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, mais bon, hein, je peux comprendre que des gens lâchent, on va dire. Voilà, ça se comprend, malheureusement, ça se comprend. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo, hein, et puis je vous dis à la prochaine. Et puis voilà.